Alors, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons examiner un texte très intéressant, un livre en fin de compte, le seul livre que vous avez à lire dans ce cours, qui est le livre Le Petit Traité de l'érotisme de Michel Doré. C'est un livre qui est intéressant pour notre cours aussi parce qu'il nous permet quand même de revenir sur plusieurs éléments. Probablement qu'on va voir le petit traité de l'érotisme en 2 vidéos parce que c'est quand même assez long, n'est-ce pas? Donc, vous pourrez faire peut-être la moitié, l'autre moitié après. Bon, si j'ai assez de souffle, je vais me rendre jusqu'à la fin, mais sachez que si c'est le cas, la vidéo va être très longue. OK? On va commencer, peut-être prendre votre livre, n'est-ce pas? Le petit traité de l'érotisme de Michel Doré, pour aller voir la table des matières. Pour commencer, puis je vais faire un commentaire général sur la structure du livre. OK? Il faut dire qu'il y a plusieurs chapitres, un peu dans le désordre dans ce livre-là. On aurait pu mettre de l'ordre, regrouper les choses autrement. C'est pas une grande critique, là, mais quand même. Euh, Par exemple, la question de la violence revient à plusieurs moments dans le livre. On aurait pu regrouper les chapitres qui traitaient de la violence et de la sexualité ensemble. Mais bon, ça obéit à ses propres règles. On va le regarder ensemble. Il y a des chapitres qui sont plus importants que d'autres. Le chapitre 1, par exemple, est un chapitre quand même qui pose les bases, un peu l'objectif du livre, qu'est-ce que l'érotisme et tout ça. Et les chapitres 1 à 4 sont surtout là pour expliquer un peu qu'est-ce que l'érotisme, d'une certaine façon, qu'est-ce qui le provoque, etc. En grande partie. Et ça continue avec le chapitre 5. Et le chapitre 5, pourquoi je le mets de façon différente, la complémentarité, c'est que pour ce qui est de la complémentarité, c'est la première grande valeur qui apparaît, okay, dans le livre. Donc, il y a certaines valeurs qui sont très importantes dans l'érotisme et la complémentarité, c'en est une. Okay? Si on regarde les chapitres 1 à 4 avant, les moins érotiques, on explique ce que c'est. La fascination, mystère et exotisme, encore une fois, on explique un peu comment apparaît l'érotisme. Adversité interdit, bon, Michel Doré va nous montrer que l'adversité et l'interdit peuvent nourrir l'érotisme. La complémentarité, on va commencer à avoir des valeurs. Okay? Donc, c'est un chapitre très important. Euh, Par rapport à la revanche, là, on commence à parler de l'aspect un peu plus sombre de la sexualité, donc de la dimension peut-être de la violence. Comment la violence intervient à l'intérieur de la sexualité ou comment comprendre le lien entre érotisme et violence. Et ça va revenir dans plusieurs chapitres, en particulier dans fétichisme et déshumanisation, la revanche, et on a aussi ce qui n'est pas érotique. Okay, donc, c'est plusieurs chapitres où cette thématique-là de la violence va intervenir. Et on va avoir des valeurs, une valeur qui va s'opposer à cette violence-là. Et on va en parler, par exemple, au chapitre 9, l'empathie. Donc, ça, c'est un deuxième chapitre où on parle d'une valeur très importante, complémentarité, empathie. Ensuite, évidemment, le chapitre 10, c'est une autre valeur, on pourrait dire, mais ça pourrait s'appeler la découverte de soi. Et là, on va parler du lien entre l'identité et l'érotisme. Plaisir et inventivité, ben, comment maintenir le plaisir dans la sexualité. Le plaisir étant une valeur très importante liée à la sexualité et à l'érotisme, on l'a déjà vu. Et finalement, l'amour serait-il anti-érotique? Ça, c'est tout le lien entre la sexualité, l'érotisme et l'amour est une autre valeur. Et l'art de l'érotisme, ben, on pourrait prendre ça comme un peu comme une conclusion. Okay? Donc, ça fait le tour un peu des chapitres. On va les regarder un après l'autre, en commençant évidemment par le premier. Le premier chapitre, les moins érotiques, c'est un peu comme une introduction, si on peut dire. Premièrement, il nous présente le but de son livre, c'est-à-dire comprendre l'érotisme. Et je pense qu'il parvient très bien avec son livre à nous faire comprendre l'érotisme quand même assez bien, en tout cas. Et l'érotisme, c'est ce qui rend possible la sexualité. Pourquoi? Parce que l'érotisme, c'est lié à l'excitation. C'est ce qui fait en sorte que nous sommes excités et donc attirés et donc que nous avons envie d'avoir une relation sexuelle. S'il n'y avait aucun érotisme, la sexualité ne serait pas possible comme telle. Déjà pour les êtres humains, et on l'a vu souvent,
érotiser, c'est pas juste une question, disons, de biologie. Et lui, il va amener ça sur le fait que érotiser est une action. OK? C'est un verbe. Érotiser, ça signifie donner un caractère sensuel ou sexuel à une personne, un contexte, une interaction, un geste, une attitude, une posture, une conduite ou à leur évocation. Et déjà là, on peut remarquer que l'érotisme est un champ très vaste parce que ce qu'on érotise dépend bien sûr d'une personne à l'autre, mais dépend aussi d'une culture à l'autre. Et ça, on va y arriver dans la section Les influences. À savoir que, on l'a déjà vu avant, c'est beaucoup la société qui construit le désir. C'est-à-dire que le désir comme tel, oui, il y a une base physiologique, là, on va y arriver un peu plus loin, mais quand même, il passe par une forme de représentation de l'autre. Et ça, on va bien examiner ça avec le petit traité de l'érotisme. L'érotisme, donc, marque une attirance, un désir, mais habituellement, c'est la signification donnée soit à la posture, au geste, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, etc., à l'odeur, qui va faire émerger ou monter le désir. Okay? Donc, l'érotisme, par exemple, il y a des gens qui peuvent érotiser beaucoup les sous-vêtements, il y a des gens qui peuvent érotiser la violence, il y a des gens qui peuvent érotiser des fois même, je ne sais pas, des déguisements. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut érotiser. Okay? Et donc, dans l'érotisme, il y a toujours quelque chose comme deux versants, c'est-à-dire un qui est passif, dans le sens on est pris par le désir, mais un qui est actif. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons en scène l'érotisme. Et on va voir que, au fond, pour Michel Dorais, l'érotisme est un art. Et c'est beaucoup de ça, d'ailleurs, c'est la conclusion, c'est l'art de l'érotisme. C'est beaucoup de ça qui est question dans le livre. Hein? C'est comment comprendre cet art de l'érotisme-là. Okay? D'une certaine façon, comprendre l'érotisme, c'est comprendre non seulement un émoi passif, mais aussi une action, l'action d'érotiser. C'est ce qu'il va examiner. Si on continue encore au chapitre 1, où il pose quand même plusieurs jalons de sa réflexion, bon, bien sûr, l'érotisme est lié aussi à un trouble intérieur. On se sent attiré, on a un désir, bon, etc. Ça provoque une sorte d'instabilité intérieure là, dans le monde normal. Mais pour Michel Dorais, personne n'est l'objet passif de ses attirances. Et donc, et ça c'est une citation, on érotise, c'est une action, c'est un processus actif. Ça implique une mise en scène et ça implique le fantasme. Donc, fantasmer, on peut aussi susciter des fantasmes. Hein? Fantasmer aussi, c'est une action. Et donc, on ne peut pas attendre d'être excité juste comme ça. Hein? Il y a une dimension très active là-dedans. Et il y a comme une mise en scène. Et dans cette mise en scène-là, ben, qu'est-ce qui suscite le désir? Ben, il y a plusieurs dimensions qui peuvent susciter le désir. D'abord, qui? Qui suscite le désir? On n'est pas attiré, j'espère, hein, par tout le monde. Hein? On est attiré par certaines personnes. Comment ça se fait? Parce qu'on va projeter en eux certaines choses. Ils vont représenter quelque chose pour nous. Quand? Bon, le matin, le soir, bon, il y a des moments où on est, disons, plus facilement excitable. Bon, il y a des moments où on ne pourrait pas être excité pour toutes sortes de raisons. Là, on est occupé à faire autre chose. Comment, dans quelle posture, comment on fait ça, etc. Bon, ou il y a des lieux peut-être, je sais pas, la nature, ça peut être excitant pour d'autres. Hein, il y en a, c'est le lit. Bon, mais il peut y avoir beaucoup de lieux, n'est-ce pas? Et pourquoi? Est-ce que c'est juste pour aller chercher notre plaisir? Est-ce que c'est juste pour nous défouler? Ou c'est pour signifier une relation amoureuse? Est-ce que c'est pour signifier un attachement, etc.? Donc, les personnes, encore une fois, il y a une grande variabilité de l'érotisme, là. C'est-à-dire que tout le monde ne désire pas les mêmes personnes. Tout le monde n'est pas susceptible d'être excité au même moment, disons. Les postures, etc., les lieux et les raisons sont diversifiés d'une personne à l'autre. OK? Évidemment, ça implique tout ça des personnes, hein? Des personnes, des comportements, le rapport vêtements-nudité, des fois des relations de pouvoir. Il y a des gens qui sont excités par
des éléments de domination, le dominant-dominé, ça revient souvent dans la sexualité, là, quand même, là, OK? Tout le jeu de la séduction, qu'est-ce qui nous séduit? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le sourire? Est-ce que c'est, bon, est-ce que c'est les gestes? Bon, puis là, il y a les femmes et les hommes qui sont pas nécessairement excités par la même chose, hein, qui n'érotisent pas nécessairement la même chose. Donc, l'érotisme met en jeu notre représentation des choses. Et ça, on a vu ça tout au fil de la session. Hein? On n'est pas juste dans la rencontre de deux corps. Okay? On est dans la rencontre de deux esprits, c'est-à-dire des êtres qui vont érotiser certaines choses. Okay? Et l'autre, on va érotiser l'autre, mais qui? Bon. Dernier élément, comment ça se fait que au fond, que les fantasmes et qu'on n'érotise pas toutes les mêmes choses? Ben, le fantasme, la première chose, c'est qu'il vient de l'histoire personnelle. OK? Et l'histoire personnelle, c'est une histoire d'un être dans une société donnée. Donc, ça, on va y revenir. Dans une société, dans une famille, etc. Donc, le fantasme, notre fantasme, là, il n'est pas lié à notre biologie tant que ça. Il faut comprendre ça. Nos fantasmes sont beaucoup plus liés à notre histoire personnelle et à la société dans laquelle on a été élevé. Donc, par exemple, il fut un temps où les femmes les plus érotisées, c'était les femmes avec qui étaient quand même grasses, plus grasses, alors que aujourd'hui, c'est en voie de changer, mais il y a un moment donné, là, dans les années 90, les femmes, par exemple, qu'on présentait comme érotiques étaient des femmes très minces, très, très minces. Donc, qu'est-ce qu'on érotise? Ça vient de la société. On va essayer, mais ça vient aussi de l'histoire personnelle. C'est-à-dire que si quelque chose nous a donné beaucoup de plaisir, on va vouloir le reproduire. Parfois, on a eu un vide affectif, des blessures, et la sexualité va être comme une compensation, une revanche. Là, on va arriver aussi à l'élément de violence. Donc, d'une certaine façon, l'érotisme est intimement lié au fantasme, et le fantasme est lié à l'histoire personnelle, donc l'érotisme est lié bien sûr à l'identité. Toute personne ne désire pas tout le monde, donc il va intervenir, à partir d'un certain moment, des préférences sélectives, c'est-à-dire que on va consciemment sélectionner certaines choses qui nous excitent et d'autres qui ne nous excitent pas. Donc, le désir qui, à l'origine, on pourrait dire, est plus une pulsion sans représentation, si on revient à Freud, qu'on a vu là, dans les cours précédents, le fantasme lui-même est lié à une représentation. C'est pas juste une pulsion physique, là. Bon, il y a une direction qui est donnée comme telle au désir. Et donc, contrairement à l'animal, là, on pourrait dire... il y a quelque chose comme des représentations qui vont susciter le désir. Et l'humain, donc, n'est pas le jouet passif de sa chimie. Et ça, c'est très important de comprendre ça pour de vrai. Nos pulsions, nos hormones, tout ça, parce qu'il y a des hormones, il y a un jeu hormonal. La phéromone, quand la femme est en ovulation, elle dégage la phéromone. La phéromone, on ne la sent pas les hommes, mais on la sent. On la ressent, c'est-à-dire qu'on est plus susceptible d'être excité par cette femme-là. Et la femme, elle, est plus... Et ça, c'est une ruse de la nature, là. Mais ce n'est pas juste ça. Je veux dire, toute femme, dans son ovulation, ne va pas susciter l'excitation de tous les hommes. Là. C'est une évidence. Hein? Bon. Et pourquoi? Mais parce que nous ne sommes pas les jouets de notre chimie. Il y a comme un renversement cause-effet. Ça, c'est assez intéressant par rapport aux animaux. Les animaux, si on prend par exemple des moutons, là, bon... il y a le bouc, hein, le bélier, et puis là, ben, il y a la brebis. Puis quand la brebis est en chaleur, ben, le bélier, il va avoir une copulation. Là, parce que moi, je travaillais dans une ferme. Là, puis c'est comme quand les brebis sont en chaleur, là, le bélier, il attend ça depuis longtemps. Lui, hein, c'est la période du rut. Puis let's go. Une brebis après l'autre. Là. Ouais, puis ça dure une couple de jours. Et on avait 125 brebis. Puis on avait deux béliers, mais c'était le même là, qui faisait toute la job. L'autre était juste là au cas que l'autre il tombe malade. Mais c'était le même bélier là, qui y allait pour toutes les femelles. Donc, lui, il était prêt. Okay?
Et c'est simplement la chimie chez l'animal, n'est-ce pas? Ça sent, bon, est en chaleur, let's go. Tandis que là, il y a un renversement. C'est quoi le renversement? C'est que le désir lui-même, donc la dimension biologique, physiologique, est causé d'abord par la représentation. La représentation de ce qui est excitant va causer la réaction chimique qui va causer, bien sûr, le sentiment d'attirance. OK? Donc, la réaction physique, parce qu'il y a vraiment une dimension physique là, dans le désir, là, je veux dire, pour avoir, par exemple, une érection, il faut qu'il y ait un jeu de cause et d'effet physique. Mais qu'est-ce qui va causer, par exemple, chez l'homme, l'érection? Ben, c'est pas juste les odeurs ou la chimie, là. Okay? C'est vraiment beaucoup d'autres choses, le lieu, la personne, comment, quand, etc., pourquoi, tout ce qu'on a vu avant. Et donc, quand on parle d'érotisme, on est à la fois l'acteur, parce qu'on agit, mais on est aussi spectateur, parce qu'on est comme dans le scénario, disons, on voit. Et on est un peu producteur, c'est-à-dire qu'on peut susciter l'érotisme. Et on va voir que chez Doré, ben, il y a toute cette dimension-là, des manières de susciter l'érotisme. Et c'est ça, c'est très intéressant, de maintenir l'érotisme, par exemple, dans un couple. Là. Et l'art de l'érotisme, c'est un peu ça, parce que pour Doré, on va le voir, l'érotisme a tendance à s'effriter avec l'amour dans le couple. Et donc, il va falloir maîtriser cet art de l'érotisme, si on peut dire, pour pouvoir espérer, et c'est vraiment un espoir, maintenir l'érotisme à long terme dans le couple. Bon. Maintenant, ça, c'était un peu là, la base, là, chapitre 1, comme un chapitre très important qui met la base de la compréhension de l'érotisme. Maintenant, le reste, c'est un petit peu pour le chapitre 2 et 3 et 4, là, c'est quand même un peu encore une explication de ce qu'on vient de dire, mais plus en détail, donc on va aller peut-être un peu plus vite. Bon. Quand on est dans l'émoi érotique, là, c'est-à-dire qu'on a le désir, on a l'attirance, on a envie, disons, on ressent cette pulsion d'attirance-là, mais ça va rompre avec le sentiment normal là, je veux dire, par exemple, vous allez dans une soirée avec des amis, puis bon, tout est correct, là, on jase, on s'amuse, là. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive qui suscite votre excitation, votre érotisme, vous êtes attiré par cette personne-là, ben ça va rompre un peu la banalité, hein, d'une certaine façon. On est comme sous le charme, on est attiré. Là, qu'est-ce qui cause cette fascination-là de l'autre? OK? Est-ce que c'est simplement la pulsion sexuelle? Évidemment, la pulsion sexuelle est en jeu. On l'a vu chez Freud. Là. Et il n'est pas à l'opposé de Freud. Hein, lui, il est pas mal dans la même perspective que Freud. Évidemment, la pulsion sexuelle, elle est nécessaire. Si on n'a aucune pulsion sexuelle dans la vie, on ne ressentira pas les mots érotiques. Mais il faut aussi de l'imagination. Il faut projeter sur l'autre quelque chose. Il faut cultiver le désir. Donc, c'est pas, encore une fois, uniquement passif. Et ça, on reprend encore cette idée-là. Autre hypothèse qu'on a, c'est la beauté. Est-ce que ça serait la beauté de l'autre? Selon lui, l'appréciation de la beauté est très subjective. Bon, il va peut-être un peu loin là-dedans. Là, si ça vous intéresse, là, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Est-ce que la beauté des personnes est purement subjective ou est-ce qu'elle implique une dimension, par exemple, d'harmonie qui amènerait une plus grande objectivité, si on peut dire, là, dans la dimension de beauté, là, par exemple, là, la mesure là, des formes, là, mesure. Enfin, moi, je pense que c'est pas absolument subjectif, mais quand même, c'est grandement subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un peut trouver une personne très belle et désirable et sexy, etc., tandis que l'autre, pas du tout. Là. Donc, ce serait plutôt, dans le fond, plus fondamentalement que la beauté qui n'est jamais purement objective. Là. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas objectivement belle. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Elle implique aussi le spectateur. Là. C'est plutôt ce que l'autre va symboliser. Bon, qu'est-ce qui symbolise à nos yeux? Et ça, on va y revenir beaucoup là, dans la question de la complémentarité. Là, j'anticipe là, sur le prochain chapitre, mais on peut dire que chez Doré, quand on voit dans l'autre quelqu'un qui peut nous compléter, souvent, on va avoir tendance à être, disons, excité ou
Ça va susciter le désir, disons. OK? Ça peut être la représentation, par exemple, de la féminité, de la masculinité, de la douceur, de la témérité, et de bien d'autres valeurs, hein, soit dit en passant. Par exemple, moi, j'ai vu, ça fait quelques années, mais ça ne me surprendrait pas que ça n'ait pas changé, mais c'était une recherche qui était faite à l'aide de... Et là, excusez-moi, je n'ai pas la source, là, d'où ça vient de me revenir comme ça, mais qui avait été faite à l'aide des agences de rencontres en ligne. Là. Ils faisaient vraiment, là, ils colligeaient un paquet de données pour voir qu'est-ce qui était recherché par les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce que les femmes érotisaient, les hommes érotisaient. Bon. En regardant les pages, mettons, les plus visionnées. Là. Et ce qui était le plus visionné, ce qui excitait le plus les hommes, c'était les corps. Bon, les hommes, ils recherchaient certains types de corps. Là, et les femmes, c'était guère mieux, là, si vous voulez mon avis. Là. C'était les statuts socio-économiques. Bon, le gars, il a une job, c'est un bon gars dans la société, c'est un médecin, mettons, wow, il est médecin. Et là, ben ça, le pouvoir, les femmes, ils érotisent, il y en a beaucoup qui érotisent le pouvoir. Là. Ce que je vous dis, c'est comme ça. Là. C'est pas, et les hommes peuvent érotiser plus le corps, les femmes érotisent plus le visage, les yeux, etc. Mais il y a toute une dimension symbolique là-dedans. Là, par exemple, si tu trouves que ton amoureux, c'est une personne qui se prend pas en main, il est tout le temps drogué, ben là, à un moment donné, tu risques de moins l'érotiser. Parce que ce qui symbolise à tes yeux, si c'est un perdant, bon, là, tu vas dire, moi, je ne veux pas m'identifier à lui. Et là, on va voir tout ça là, dans la question de l'identité, c'est très important. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'autre représente pour nous, c'est ça aussi beaucoup qui va susciter notre désir. OK? Ça, c'est un chapitre très important sur le mystère là, pour comprendre l'érotisme. Le chapitre 3 est important, pas parce qu'il nous amène tant une première valeur, mais qui nous permet vraiment quand même de bien comprendre une des premières règles, si on pourrait dire, de l'art de l'érotisme, qui est de maintenir le mystère. Okay. Là, juste pour mes diapositives, vous voyez ici, là, c'est en italique. Ça, c'est des éléments qui ne sont pas comme tels dans le livre, mais qui sont un peu mon interprétation, ce que j'ai surajouté. C'est jamais en opposition comme tel, totalement adoré, là. Mais c'est des commentaires que je fais ou des explications que je fais moi-même, que je rajoute à Doré. OK? Donc, l'érotisme, probablement, ça se nourrit de mystère. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est lié à l'intimité profonde de la personne. OK? L'autre, on doit pouvoir l'idéaliser. On ne doit pas avoir l'impression, l'autre, qu'on le saisit complètement. OK? Il doit garder une forme de distance. OK? On doit pouvoir encore projeter une sorte d'idéalisation sur lui. C'est pour ça que l'érotisme va se nourrir de suspense, d'incertitude, de rareté, d'anticipation, de surprise, de défi, d'étonnement, etc. Très important dans l'art de l'érotisme, continuer à susciter le mystère de l'autre. Ça va devenir très important quand on va parler ça, du couple. Parce que le couple, justement, il y a de moins en moins de suspense, de moins en moins d'incertitude, de moins en moins de rareté, de moins en moins de défis, de surprises. Hein? Tandis qu'au début du couple, là, on n'est pas sûr. Là. Là, il y a toute la passion amoureuse du début. Là, c'est facile de maintenir cette passion et ce désir-là au début parce que justement, il y a ce suspense, cette incertitude, cette rareté, ce mystère de l'autre qu'on veut percer. Et donc, l'autre reste érotique. Et pour qu'une personne demeure érotique, là, je cite, le mystère qu'elle porte ne doit jamais se résoudre complètement, page 26, Michel Doré, le petit traité de l'érotisme. Donc là, on a cette idée-là là, que, d'une certaine façon, il doit y avoir du mystère en l'autre pour qu'on puisse l'érotiser. Ça révèle quoi? C'est moi qui le rajoute. Ça révèle l'importance d'une distance. Par exemple, dans le couple. Moi, je vais parler un peu du couple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous encore qui souhaitent avoir une sexualité dans un couple heureux, stable, qui vit à long terme ensemble. Déjà là, dans un couple, il ne faut pas devenir trop fusionnel. Il y a différents types de couples, là,
Mais on peut être un couple plus fusionnel, là, où on fait beaucoup d'activités ensemble, tout ça. On est, bon. Mais il faut garder une distance. Et l'importance de garder une distance, de garder un mystère, une réserve, une surprise, d'étonner l'autre, de faire en sorte que l'autre nous dise ah mon Dieu, je connaissais pas cette partie-là de mon amoureux. Ah, Colin, je l'ai pas saisi encore complètement. Oh, il m'étonne. Ben ça va susciter l'érotisme, ça va maintenir l'érotisme. Une surprise. Ah, Colin m'a fait un bon repas, je m'attendais pas à ça. Ou ah, Colin, je m'attendais pas à telle activité sexuelle. Ou vous comprenez un peu l'idée, là. Garder cette réserve-là aussi, pas toujours être dans le dévoilement de soi absolu, mais maintenir cette distance, et franchir la distance. Mais pour qu'on désire, le désir, on désire ce qu'on n'a pas, n'est-ce pas? On ne désire pas ce qu'on a, là. Le désir est nourri par, on pourrait dire, une forme de distance. Donc, il faut maintenir ce mystère-là. OK? Maintenir le mystère, ça maintient un peu une forme de tension. Puis l'érotisme est lié à la tension d'une certaine façon. OK? Et là, on a une première explication de l'infidélité. Je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir peut-être parler de l'infidélité à l'épreuve finale. Là. Première explication de l'infidélité chez Michel Dorel, la voici. C'est que d'une certaine façon, au début du couple, il y a ce mystère-là chez l'autre. N'est-ce pas? On rencontre l'autre, on est dans la découverte de l'autre. Et cette découverte de l'autre, ben, elle implique que l'autre ait un mystère. Et là, il y a une tension. La tension, c'est la tension vers la découverte de l'autre, vers la découverte de son intimité, etc. Là. On veut que l'autre se donne à nous, etc. Avec le temps, ben, le couple, il est de moins en moins surprenant. Il s'installe une routine, si on peut dire. Hein? La routine tue les couples. Et le couple devient plus prévisible dans ses activités sexuelles, mais dans sa vie en général. Quoi. Bon, quand c'est rendu que la seule activité que tu fais avec ton conjoint, passer à la balayeuse, faire le ménage, puis bon. Il y a de moins en moins de mystère chez l'autre. Là, on connaît mieux l'autre. Bon. Et donc, il y a de moins en moins de tension. Et il y a, on pourrait dire, un affaissement du désir. Ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est que là, on continue à vivre. Et là, on rencontre d'autres personnes. Et là, on dit, on va aller chercher la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'on va voir, mettons, on va rencontrer quelqu'un de nouveau, puis là, lui, il va avoir tout ce mystère-là qu'on va vouloir percer, hein? Qu'on va vouloir découvrir. Et le désir va passer de l'intérieur du couple à l'extérieur du couple, à l'autre personne qui est, elle, mystérieuse. Trop de c'est la recherche de nouveautés, dans le fond, qui va susciter souvent l'infidélité. Quand, à un moment donné, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de nouveauté dans le couple, tout est prévisible, on a l'impression qu'on saisit l'autre, il y a une lassitude qui s'installe. Et donc, trop de proximité à l'intérieur du couple, pas assez de distance, va amener la destruction du désir dans le couple. Habituellement, quand il n'y a plus de désir dans le couple, ben, il y a moins de couple. Donc là, il y a la tentation d'aller chercher le mystère ailleurs. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, ou ce qui devient ordinaire, c'est que le mystère, il ne va pas durer chez l'autre non plus. Là. Il va avoir la découverte de l'autre et on va encore s'affaisser. Donc, si on ne développe pas l'art de l'érotisme, on est condamné à tourner en rond ou à faire comme Sisyphe, de monter la roche puis de la laisser descendre, là, parce qu'on recommence toujours la même chose. Pourquoi? Mais parce que on va aller chercher le mystère chez l'autre, à un moment donné, ça va devenir la banalité, puis on va chercher ailleurs. Et il n'y aura pas vraiment une construction à l'intérieur du couple, à long terme. Mais peut-être que c'est comme ça qu'on va être le plus satisfait sexuellement. Là. Bon, en tout cas, ça c'est à voir. Moi, j'ai fait un petit commentaire sur la complexité personnelle. Bon, déjà dans l'art de l'érotisme, je crois que l'art de l'érotisme est lié évidemment à l'identité. Il faut que l'autre puisse continuer à nous désirer. Et donc, il faut que nous, on soit comme étonnant, qu'on ait quelque chose de mystérieux, qu'on continue notre évolution personnelle, qu'on soit en constant changement, transformation positive. OK?
Et les deux, dans le couple, doivent être comme ça. C'est ça la complexité personnelle. Pour qu'on puisse continuer à aimer quelqu'un, il faut accepter que les personnalités évoluent et il faut évoluer ensemble. Okay? Pour qu'on puisse toujours découvrir l'autre dans la vie. Okay? Quelqu'un là, qui stagne là, dans son caractère, puis qui devient comme prévisible, puis qui est juste dans l'habitude, la routine, qui n'apprend plus rien, qui devient fermé d'esprit, qui n'est pas encore dans un processus de transformation, de découverte, de nouveautés, de nouveaux projets, etc., il devient un peu prévisible, puis il devient moins érotique pour l'autre, à long terme dans le couple. Mais si le couple est toujours a des projets, il se découvre autrement, etc., donc il y a un processus d'évolution, on peut maintenir à l'intérieur du couple cet érotisme-là. Mais encore là, ça fait partie d'un art. Ça. Mais c'est important de comprendre la dimension de mystère. L'exotisme, lui, bon, on peut dire qu'on va souvent chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas. Bon, moi, je ne suis pas certain que c'est si vrai, mais ça va nous mener à la complémentarité, ça. OK? Les contraires, d'une certaine façon, s'attirent. OK? On va souvent chercher ce qu'on imagine qui peut nous compléter. Donc, c'est l'autre qu'on cherche. On cherche l'altérité. Bon, moi, je fais un commentaire et là, je suis un peu j'ai un questionnement sur la position de Doré. Je me demande, est-ce que c'est si vrai? Est-ce qu'on ne cherche pas aussi le même? Hein? Moi, je prends mon exemple personnel. Moi, je cherche plus quelqu'un, par exemple, qui a les mêmes valeurs que moi, qui a une spiritualité un peu semblable à la mienne, qui a les mêmes intérêts que moi. Alors là, ce que ça prend, c'est une personne qui est à la fois même et autre, hein, d'une certaine façon. Même dans le sens où il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs, sinon le couple est impossible, puis même l'attirance est impossible. Mais il faut que l'autre, on puisse projeter en lui quelque chose que nous n'avons pas et qui va venir nous compléter. Et ça nous amène vraiment à la complémentarité qui aurait pu être le chapitre 5, parce que tout naît là. Et quand je dis qu'il y a comme des problèmes d'ordre dans les chapitres, là, moi j'avais été, disons, l'éditeur, j'aurais demandé de faire un petit ordre dans ces chapitres maintenant. L'adversité, donc, va nourrir l'érotisme. Ça, c'est le chapitre 4. Là, on commence à parler un petit peu, on voit apparaître un petit peu l'idée d'agressivité dans l'érotisme, ou une première appréhension de l'érotisme. Mais on n'est pas encore dans le vif du sujet là, disons, de la violence, là, ou de la déshumanisation. Sauf que adversité et interdit pour... Non, il n'y a pas juste le mystère qui est important dans l'érotisme pour Michel Doré. On doit aussi penser l'autre comme un peu en partie inaccessible. C'est Roméo et Juliette, là, c'est ça un peu. Hein? C'est-à-dire que l'adversité va nourrir l'érotisme. Alors, si on se rend compte, oh non, on ne peut pas être ensemble, puis tout ça, là, on se désire, puis on ne satisfait jamais notre désir, ben, le désir, il n'arrête pas de croître. Là. Okay? Donc, il peut y avoir des barrières internes ou externes, des résistances qui rendent l'amour excitant. Pourquoi? Parce que c'est une conquête. Hein, la conquête, la séduction, etc., avec des résistances et tout ça. Si le désir n'est jamais frustré, aussitôt qu'on a un désir, il est toujours comblé, etc., sur le champ, etc., bien, ça va finir par tuer le désir. OK? Et ça, on a vu ça souvent dans la logique du désir. Il faut qu'il y ait une certaine forme de résistance. Okay? Et dans l'art de l'érotisme, il y a toute une dimension de l'interdit, le permis, l'interdit. On peut jouer avec le permis et l'interdit. Pourquoi? Parce que l'interdit peut être source d'excitation, ou la rareté, l'interdit, etc. Okay? Trop de frustration, par contre, trop d'interdit, ça va carrément détruire l'érotisme, et ça peut mener, comme on l'a vu, là, à des problèmes avec la sexualité. Hein? Il faut garder une sorte de disponibilité, mais pas trop de facilité. Donc, trop de permissivité, ça va mener à la lassitude.
Trop de limites à la frustration, puis à l'absence d'espoir. Tu sais, si on n'a jamais de fun, si on n'a jamais de relation sexuelle, tout ça, puis à un moment donné, on devient fâché. Ça va mener à de la violence. On va y arriver tout à l'heure. Ça va mener que l'énergie qui aurait pu être une pulsion érotique va devenir une pulsion agressive. Et là, ben, ça peut expliquer certaines choses. OK? Franchir, transgresser l'interdit, transgresser une limite, ça paraît excitant à plusieurs personnes. Okay? Comme il y a beaucoup de gens dans la vie dont le fantasme, imaginez-vous donc, c'est d'avoir des relations sexuelles dans un avion. Bon. Ils ont le fantasme de s'envoyer en l'air. Mais bon. Donc là, il y en a beaucoup qui vont faire l'amour, là, ou si on peut appeler ça faire l'amour, dans une toilette d'avion. Bon, pour ceux qui sont déjà allés là, c'est assez particulier. Mais qu'est-ce qu'il y a peut-être d'excitant là, c'est que c'est un interdit. Quelque chose d'interdit là-dedans, là. On peut se faire prendre, mais bon, ça peut susciter une certaine forme. Il y a une transgression d'une limite, etc. Donc ça peut susciter un interdit. Mais à l'intérieur du cours comme tel, cette idée-là d'interdit, de limite à franchir, peut susciter du désir comme tel. OK? Donc, une valeur qui apparaît ici, c'est une forme de pudeur. C'est-à-dire que la femme qui se réserve, par exemple, ou l'homme qui est réservé, qui se réserve pour sa conjointe, qui a une certaine forme de pudeur, mais dans la sexualité qui se donne complètement, cette différenciation-là amène le désir. Okay? Être trop tout le temps sexy, ça n'amène pas le désir. Okay? Il faut se réserver pour pouvoir se donner, puis que ce don-là ait de la valeur. Et là, dans l'histoire, et ça, c'est moi qui fais ce lien-là, mais ça me donnait trop l'occasion, mais ceux qui ça l'intéresse, tout le lien entre la Vierge et la putain, c'est-à-dire la femme super réservée, mais qui se donne, enfin... bon, les deux grandes figures de la Bible, là, c'est la Vierge et la putain. Là. Mais bon, ça, on va laisser tomber ça pour l'instant. Mais transgresser un interdit, bref, ça peut susciter le désir. Et donc, il y a une compréhension, encore une fois, de l'art de l'érotisme là-dedans. Là. Comment garder le désir vivant. Il faut qu'il y ait des choses, des limites. Il faut qu'il y ait une pudeur. Et que cette limite-là dans la sexualité, elle soit franchie d'une certaine façon. Donc, tu sais, bon. On arrive au chapitre 5, qui est un chapitre extrêmement important pour comprendre la sexualité. Extrêmement important. Chapitre 5, là, on commence un peu quelque chose d'important pour... Bon, ça nous a préparé à arriver à ce chapitre 5. Pourquoi? Parce que on va parler un petit peu là, d'une valeur importante dans l'érotisme. On en a déjà parlé, qui est la complémentarité. Okay? Lorsqu'on est excité, le corps est important. On est excité par le corps, là, même aussi par l'esprit, par le tempérament. Mais c'est comme si l'autre, il symbolise quelque chose pour lui. Il apparaît comme désirable. Pourquoi il apparaît comme désirable? Parce qu'il semble pouvoir nous compléter. Et là, on parle du mythe d'androgyne qu'on retrouvait chez Platon, mais qui est un mythe de la mythologie grecque, là, qu'on a déjà vu plusieurs fois. On désire ce qui peut nous compléter. Hein? Le mythe, c'était qu'on avait été scindé en deux à la naissance, puis on recherchait notre douce moitié. Là. Bon, évidemment, penser qu'il y a une seule personne avec qui peut nous compléter, là, l'unique et seul qui est là pour nous, là, ça, là, excusez, là, mais ça, c'est un gros fantasme délirant, là, mais il y a des gens qui peuvent plus nous compléter, ok? On a un manque, on n'est pas complet, c'est comme le désir, il part d'une incomplétude, c'est-à-dire que nous-mêmes, on n'est pas complet par nous-mêmes. Et l'autre va pouvoir venir nous compléter, sexuellement en particulier. Évidemment, la sexualité à nous-mêmes, avec nous-mêmes, la masturbation, tout ça, devant un film érotique, c'est pas la même affaire, là. Hein? C'est vraiment, là, la sexualité, la complémentarité, c'est que l'autre, il nous complète comme tel. Et là, c'est une explication que je donne, la personne, elle nous permet d'être ce qu'on ne pourrait pas être sans elle. Bon, je donne un exemple, là.
Mettons, moi, j'ai une certaine sagesse, bon, dans la vie. Pour que je puisse exprimer cette certaine sagesse-là, il faut quand même bien que j'ai quelqu'un qui est capable de la reconnaître puis de l'apprécier. Fait que moi, mettons, je peux pas sortir, mettons, avoir une blonde ou une amoureuse qui n'a pas une certaine sagesse compatible avec la mienne. Ou ma propre sagesse complète la sienne, vous comprenez? Puis qu'elle est reconnue par la sienne, puis moi, je reconnais la sienne. Parce que sinon, je peux pas être moi-même. Avec qui on peut être nous-mêmes? Être soi-même, c'est être soi-même avec autrui. Ça, c'est vrai sur le plan des tempéraments. Mais c'est vrai aussi sur le plan de la sexualité. Exprimer notre sexualité, c'est l'exprimer avec autrui. OK? Moi, j'ai une façon de me donner moi-même, l'autre une façon de se donner elle-même, et c'est toujours comme ça. Il faut que ça soit complémentaire. Si on ne se complète pas dans la façon de nous révéler sexuellement, on ne se complète pas, là. Puis là, là, la sexualité va être moins satisfaisante, puis il va avoir moins de désir. Donc, pour de vrai, on recherche ce qui semble nous compléter. Et c'est plus ce qu'on pense qui va nous compléter que ce qui nous complète dans les faits pour vrai. Hein? C'est beaucoup plus comment on perçoit l'autre qui est important dans la sexualité. Mais évidemment, si cette perception-là, elle est constamment contrariée par la réalité, parce que l'autre, il ne nous complète jamais tel qu'on voudrait le compléter, bien là, ça va amener des frustrations, une insatisfaction, puis sûrement, à un moment donné, la rupture là, de la relation. OK? Donc, la complémentarité qui va susciter le désir dans l'érotisme, bien sûr, ça touche le corps, mais de façon plus générale, ça va toucher le genre, le type d'érotisme qu'on va rechercher aussi. Bon. On a parlé, par exemple, dans le cours de la sexualité polymorphe. Mettons quelqu'un qui aime ça avoir de la sexualité orale, ben écoute, ça prend deux personnes. Si une personne haït ça, puis l'autre personne aime beaucoup ça, ben il n'y a pas d'une complémentarité. Là. Il faut que la sexualité permette cette complémentarité-là pour être satisfaisante. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui on est, souvent on dit compatible, mais on peut dire complémentaire aussi. OK? Mais, au niveau du genre, aussi au niveau des aptitudes, etc., au niveau des facultés intellectuelles, mentales, des traits de personnalité, même des statuts sociaux. Donc, la sexualité est liée fondamentalement à l'identité. Là. Il va même dire à un moment donné d'Auré, dis-moi qui tu désires et je te dirai qui tu es. Ouais, il va faire un peu, mais quand même. Est-ce que tu désires les identités? C'est révélateur de qu'est-ce qu'on désire. Okay? Et là, on rentre tout dans la différenciation des rôles, ou sexuels et autres, où il y a une confirmation de l'autre. Ah oui, t'es vraiment un mâle, mettons, dans la différenciation des genres. Ah oui, t'es vraiment un bon amant. Comment être un bon amant ou une bonne amante s'il n'y a personne qui profite de cette qualité-là, si on peut dire, n'est-ce pas? Donc, d'une certaine façon, l'autre va venir confirmer l'identité de l'autre. Chacun, dans la sexualité, va venir confirmer l'identité de l'autre. Et ça prend un érotisme où on est attiré par l'autre dans sa globalité, dans son identité globale. OK? Les fantasmes vont souvent symboliser la relation qu'on souhaite avoir, la manière dont on recherche la confirmation de notre identité. Et ça, moi, j'ai réfléchi à ça longtemps. Je vous laisse ça comme ça. Là. On rentre quasiment là, dans la psychanalyse profonde. Mais chacun pourrait, selon Doré, examiner ses fantasmes. Comme par exemple, quelqu'un qui a un fantasme, dont les fantasmes sont des fantasmes essentiellement de domination. Ce qui l'excite, etc., c'est toujours la domination d'autrui. Hein? Il est excité par le fait d'être le dominant, voire même de dominer l'autre complètement. Il y a beaucoup de gens qui... Bon. Mais souvent, Doré va dire, peut-être que c'est parce que c'est ce type de relation-là qu'il veut reproduire aussi dans la vie plus générale. En tout cas, pensez-y. C'est quelque chose, cette affaire-là. Ça peut vous... Comme par quelqu'un, par exemple, dans sa jeunesse, il y a toujours eu des relations un peu où la façon d'entrer en relation avec l'autre, c'était l'humiliation. Mais peut-être qu'il va aimer le sadomasochisme. Il va être excité par l'humiliation. En tout cas,
C'est une hypothèse qui est lancée comme ça par Doré à tout hasard, puis moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais bon. Évidemment, l'identité est en constante évolution. Et ça, c'est important de le dire. Okay? L'érotisme, là, et ça, on va revenir là-dessus souvent dans le livre, là, et Doré revient dessus. L'érotisme est en constante évolution. Évidemment, on n'érotise pas la même chose à 17 ans qu'à 40 ans, puis encore moins à 12 ans qu'à 40 ans. Heureusement, hein, parce que à 12 ans, normalement, on érotise des petites filles de 12 ans. Bon, à peu près. Mais à 40 ans, si on érotise des petites filles de 12 ans, on a un sérieux problème, là. Donc, l'érotisme sain, c'est un érotisme qui est en évolution, qui donc change, et c'est un processus sans fin, qui suit l'évolution de l'identité. Donc, je vais vous donner un exemple, moi, que j'ai vécu, que j'ai, pas personnellement, mais que j'ai connu quelqu'un qui a vécu. C'était une fille là, que je connais très bien, qui était en couple avec un gars que je connais très bien aussi. Puis c'était un très beau couple. Là. Ils étaient au cégep, les deux. Moi, c'était mes amis, là, très bons amis. Puis, ils étaient amoureux et tout ça. Puis, il y avait. C'était un beau couple, quoi. Mais ils n'ont pas évolué de la même façon. Okay? La fille, elle a fait une technique, puis après ça, elle a fait un diplôme elle est devenue sommelière, puis après ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a parti une entreprise, elle est devenue, tu sais, une femme très prospère, tu sais, comme, avec une carrière, avec des projets, etc. Son chum, lui, il est devenu un peu un anarchiste, tu sais, bon... Puis, il travaillait, petite jobine de même, puis fumait bien du pot, puis il jasait. C'est un intellectuel pareil, mais un intellectuel anarchiste contre le système, etc. Elle, c'est une femme d'affaires, elle est devenue femme d'affaires, donc elle représente un peu le système social, vous comprenez? L'autre, il devient un anarchiste. Ils sont plus capables de s'érotiser. Lui, elle a fini par représenter le système de domination capitaliste. Une femme d'affaires qui a son entreprise. Puis lui, ben, il finit par représenter le monde qui se pogne un peu le derrière parce qu'il est un peu, il travaille pas trop, puis bon. Pensez-vous que ça fonctionne un couple de même? Pensez-vous qu'ils sont capables? Ça a leur rapport à la sexualité, là, parce que là, ils sont plus capables de s'érotiser l'un l'autre. Vous comprenez, là? C'est ça, là. Je ne veux pas être aimé par un poteux. Je ne veux pas être désiré par un poteux. Je ne peux pas désirer un poteux. Si moi, dans mon identité que je me représente, dans mon idéal de moi, on a parlé de l'idéal de soi, qui est très important dans la sexualité, ben je suis une femme prospère qui réussit, qui a des projets, etc. Vous comprenez? Je veux être avec un homme qui réussit lui aussi. Puis c'est tout ça, là, la question de la sexualité. Puis comme l'identité est en constante évolution, ben ça pose des défis, là. Évidemment, de maintenir la complémentarité dans un couple. Et ça, c'est très difficile, et dans l'art de l'érotisme, c'est dur. Il faut être à la hauteur de l'autre, et l'autre évolue, puis des fois, on peut évoluer dans des chemins complètement différents, d'où l'intérêt de pouvoir se séparer dans la vie, là. C'est comme, parce que des fois, là, wow, ça marche plus. Des fois, ça marche plus. Il y a bien des couples à 40 ans où, là, leur identité, là, ils ont pris, là, 2 tendances différentes, ils peuvent plus s'érotiser, il n'y a plus de vie sexuelle, puis là, ben, ils se trouvent un conjoint qui peut déjà érotiser. Et c'est pas plus mal que ça. Hein? Bon. Maintenant, là, on va aller au chapitre 6. Donc, on sort de la valeur de complémentarité et on s'en va dans la première section où on va vraiment parler de la violence. Rapport violence-sexualité, rapport violence-érotique, on en a parlé souvent dans le cours. Okay? Quand même assez souvent. Donc, la sexualité est le lieu d'expression d'une violence très souvent. Si vous regardez par exemple la pornographie, lui, Michel Doré, il a fait beaucoup d'études sur la pornographie et sur aussi, en particulier, là, les gangs de rue, la prostitution, etc. Et il y a comme un lien entre les deux en réalité parce qu'il y a de la violence. C'est le lieu d'expression d'une sexualité violente. Okay? Ce qui est érotique, c'est souvent lié, non pas juste à la recherche de complémentarité dans l'autre, mais à la frustration, au traumatisme du passé. Okay? Donc, si vous traumatisez des gens, vous allez susciter des violences sexuelles chez eux. Les désirs
qui sont frustrés à long terme, hein, vont mener à l'expression de la violence. Okay? Et donc, dans la sexualité, on cherche parfois des gens susceptibles de calmer nos désarrois intérieurs. Donc, on veut se défouler, dans le fond, sur l'autre. On veut défouler une violence, d'où le sadomasochisme, par exemple, ou qui défoule une forme de violence qui est liée souvent à quelque chose qui a été vécu dans le passé, il faut le dire. Mais on peut dire ça aussi, lui a fait l'étude, là, Michel Doré, sur la prostitution. Qu'est-ce que les clients allaient chercher chez les prostituées? Puis souvent, ils allaient chercher un exutoire, une place pour se défouler carrément. Et donc, on peut voir dans l'érotisme et la sexualité de l'hostilité, de la violence, de l'avilissement de l'autre. C'est un exutoire, une façon de se défouler, notre frustration dans la vie. Et là, il va parler, par exemple, comme du triomphe qu'on retrouve dans l'orgasme, comme on jouit. La jouissance de l'orgasme est comme un triomphe sur la vie. Tiens, toi, ben moi, je jouis pareil. Vous comprenez un peu cette idée-là? Il y a quelque chose d'un peu sombre là, dans la sexualité parfois. Okay? Et parfois, dans un couple, il y a des frustrations et la sexualité peut devenir aussi le lieu, dans le couple, de la violence. Mais quelqu'un qui est tout le temps été frustré, là, des hommes, par exemple, là, qui n'ont jamais réussi à avoir de relations sexuelles, les femmes, ils ont toujours rejeté, ils vont développer de l'agressivité, de la frustration. Puis ils peuvent prendre la sexualité non pas comme un lieu pour, par exemple, démontrer leur amour de la femme, mais leur frustration de la femme. Et c'est souvent ça qu'ils vont chercher, là, soit dans la prostitution ou bien dans la pornographie violente, qui est extrêmement populaire. Là. Okay? Donc, la pornographie montre souvent cette revanche sur la réalité des hommes. Soit des hommes qui se revanchent sur la réalité et qui avilissent l'autre. Donc, ça devient comme un exutoire de la frustration. Okay? Il faut comprendre ça. Et c'est pour ça que c'est dangereux, la sexualité. Tu sais, on parle du consentement, puis le consentement, c'est extraordinaire, là, que ça soit mis de l'avant dans nos sociétés, c'est essentiel. Mais il y a un danger avec la sexualité, parce qu'on joue avec des personnes, des fois, qui ont beaucoup de frustration, qui ont des traumatismes. On joue dans des zones un peu d'ombre, là. Et donc, tu sais, il faut être prudent, là, avec la sexualité. Aujourd'hui, les gens, ils se rencontrent des plateformes, puis là, on ne sait pas à qui on a affaire, là. Bon, il y a du monde bizarre dans la vie, là. Sachez ça. Il y a du monde bizarre, il y a du monde violent. Faut être prudent. Quand on parle d'une valeur avec la sexualité, moi, c'est une des premières que j'ai dit à mes enfants. La santé, la prudence, la liberté, le respect d'autrui, valeur essentielle. Hein? La prudence, oui. C'est pas, là. Non. En tout cas. On va y revenir à ça, hein, soit dit en passant. Toute la question de la sexualité comme un exutoire de la frustration. Quelqu'un qui a tout le temps été frustré. Vous savez, je veux juste vous parler un peu, là. Mettons quelqu'un que toute sa vie, ses parents, ils ont donné de l'attention juste par la violence, là. Il va avoir tendance à reproduire ça, là. OK? Et donc, souvent, on voit de la violence dans la sexualité. Bon. Maintenant, les influences. Alors là, on saute dans quelque chose de tout à fait nouveau, là. On recherche à compléter. Mais c'est tous des éléments qui nous permettent des engrenages de l'érotisme. D'où vient l'érotisme? Bon. Qu'est-ce qui nous fait désirer telle personne? D'où viennent nos préférences sélectives? Bonne question. Bonne question. Okay. D'où ça vient? Ben, premièrement, ça vient d'une forme de décision. Il y a une dimension de décision, d'action, mais il y a un conditionnement social aussi. Donc, le conditionnement, il est culturel. Et ça, on l'a vu dans la construction du désir sexuel. Le désir, il est issu de construction sociale. D'où toute la prudence qu'on a à voir avec la pornographie. Parce que la pornographie, elle est en train de construire le désirable pour une génération. Et qu'est-ce qu'on y voit dans la pornographie? Souvent, la violence, la domination, et en particulier la domination de la femme par l'homme. Et on apprend ce qui est désirable. Okay? On l'apprend dans la société. Okay? On l'a vu là avec dans la société, par exemple, grecque, c'était ce qui est désirable, c'est d'être le pénétrant actif et de maîtriser le pénétré passif. Et c'était une expression de la domination du citoyen, soit sur les femmes ou les esclaves.
C'est appris, ça. C'est appris, en grande partie. Si on était dans une société où la normalité pour un homme, c'était d'avoir des relations sexuelles avec les hommes, ben les hommes désireraient des hommes. Vous comprenez? Donc, on n'est pas dans une question purement biologique, là. OK? Et on a donc des scénarios types qui nous sont fournis par notre société, des films, la littérature, des chansons, qui nous instruisent, qui instruisent notre désir et qui, des fois, le déforment plutôt que le former. OK? Donc, la culture, elle va fournir des repères. OK? Elle va nous donner des repères qui vont définir ce qui est attirant et ce qui ne l'est pas, l'aversion. Par exemple, on pourrait trouver, et c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, que le sexe oral est complètement dégoûtant. Il n'y a pas si longtemps, l'amour, le sexe anal était considéré par à peu près tout le monde comme quelque chose de dégradant, de dégoûtant, d'écœurant, d'absolument pas désirable, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu une normalisation à travers la pornographie, de la sexualité anale. Puis il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça dégoûtant du tout et qui trouvent ça même excitant. Comment ça se fait? C'est l'influence sociale qui instruit le désir. On ne naît pas avec un désir de sexualité anale. Okay? Le désir s'instruit dans la société. Et c'est la société qui va nous dire qu'est-ce qui est aussi désirable. Et ça nous amène aussi toute une réflexion sur, présentement, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus d'érotisation de l'enfance. Ben, écoutez, regardez, là, dans les publicités, là, puis là, il y a eu, tranquillement, il y a une conscientisation sociale. À un moment donné, là, on nous vendait des parfums ou des affaires, toutes sortes d'affaires, avec des jeunes filles là, qui avaient 14 ans, là, je veux dire, qu'on mettait dans des situations érotiques. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Tout le mouvement anti-âge où on érotise toujours la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la pureté de la jeunesse, etc., ben ça a des effets. Après, les gens, ils désirent les jeunes. Il y a un problème avec ça, là. Tu sais, comme il ne faudrait pas érotiser la jeunesse, mettre des jeunes dans des postures érotiques. Tu sais, là, les Little Miss, là, où c'est des enfants de 5 ans qui sont habillés de façon sexy, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. On est en train de créer quoi, là? Hein? Donc, la culture, là, c'est important ce qu'on présente dans la culture. Dans les cinémas, qu'est-ce qu'on présente aux enfants? C'est ça qui va définir aussi, puis aux adultes aussi, qui va définir qu'est-ce qu'on désire. Et si on veut changer la société de demain, il faut passer, bien sûr, par l'éducation, il faut passer aussi par un peu les médias, là, comme... Je veux pas dire de faire de la censure, mais quand même, on pourrait mettre un âge, là, minimal. Tu sais, par exemple, les mannequins, là, pourraient avoir un âge minimal, là, pour prendre des postures sexy. Je pense que ça serait... Puis là, je suis pas certain, là, si la loi a changé, mais il y a eu beaucoup de militants qui ont travaillé dans ce sens-là. OK? Donc, nous, on est un être social, puis nos sociétés vont nous donner des normes qui vont être intériorisées. Et ça, on a ça dans la construction du désir sexuel. La pulsion va devenir un désir déterminé à travers l'influence sociale. Okay? Quand on a des pulsions sexuelles, ils sont comme pas informés, là. Ils pourraient aller pas mal dans n'importe quel sens. C'est sûr qu'il y a une dimension peut-être biologique, là, de façon générale, vu qu'on cherche la complémentarité, puis que le mâle complète la femelle, puis souvent les hommes vont désirer les femmes, là. Mais le désir va se déterminer par la société, par l'histoire personnelle. Il y aurait comme une érotique typique, les pieds des Chinoises, les coups des Thaïlandais, etc. Il y a comme un conformisme là, qui s'installe dans les sociétés parce qu'il y a des modèles et des normes auxquelles on est confronté qu'on va intérioriser. Chaque personne va garder sa liberté. Là. C'est pas parce mettons qu'on va apprendre que ce qui est désirable dans une société, c'est les femmes minces, qu'il n'y aura pas des hommes qui vont désirer des femmes plus dodues, mettons. Mais la société construit l'érotisme. OK? Et lui, il va parler de notre propre société qui aurait comme une propagande érotique, les sites pornographiques, la sexualisation de l'enfance et ses dérives, par exemple la pornographie
et la prostitution juvénile, le mouvement anti-âge, qui aurait, comme je le dis tout à l'heure, un effet quand même un peu dévastateur sur, comme tel, l'érotisme lui-même, okay, et sa construction. D'où l'influence de vraiment réfléchir là, sur quelles normes. Moi, je vous l'ai dit dès le départ, hein, je trouve qu'on est très, 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 disons, complaisant avec la pornographie. Je ne suis pas un anti, je ne voudrais pas interdire la pornographie, là, mais il faut être conscient là, de ce que c'est en train de faire là, quand que des générations de gens vont former leur désir à ça. C'est pas, si on pense faire une société plus égalitaire de cette façon-là, là, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Bon, en tout cas. La pornographie et la sexualité peut amener une sorte de fétichisme et une déshumanisation. Et la déshumanisation peut être érotique. Déshumaniser l'autre, ça peut être érotique. Okay? Et la déshumanisation peut devenir, lorsque le corps devient juste un objet, une partie du corps, etc., on retrouve ça dans la pornographie, ça peut devenir excitant. Et ça peut nous permettre justement de faire de la sexualité un exutoire, parce que l'autre devient plus une personne, mais un objet. On en fait un objet sexuel qu'on peut contrôler, ça peut stimuler le désir. Okay? Maintenant, il y a un danger à ça. Parce que si on déshumanise trop l'autre, l'autre n'est plus une personne. Et c'est là que l'amour et l'empathie vont pouvoir humaniser le désir. On va y arriver. Les valeurs vont devenir très importantes pour humaniser le désir. Mais mettons, fixer, il y a des gens qui... une partie du corps, on voit ça dans la pornographie, là, des fois ça peut être des gros plans là, sur une pénétration d'un pénis dans un vagin pendant 10 minutes, franchement, c'est de la déshumanisation solide, ça là. C'est plus... On est dans de la pure déshumanisation, là, OK? Et ça peut être des objets aussi. Bon, enfin, si ça vous intéresse, là, des fétichismes, il y en a de tout genre. Ça peut devenir des paraphilies aussi, dans certains cas, là, quand c'est trop, par exemple, des gens qui peuvent pas, par exemple, être excités sans leur fétiche. Ça peut amener une souffrance, puis des violences. Bon. La pornographie elle-même amène souvent la personne à devenir une certaine, seulement son sexe ou sa partie génitale. La sexualité dans la pornographie comme telle est souvent vue comme une punition, une humiliation, une expiation de la faute. Donc ça, c'est Doré, il a étudié ça, là. La douleur, la démesure dans le sexe, la chosification à outrance. Donc on va vraiment érotiser le pouvoir sur l'autre, l'affirmation de la puissance, la domination. Puis qui en fait les frais? Souvent la femme, là. Et là, on est en train de construire là, le désir sexuel. Donc, on a une réflexion à faire, quand même. Même si la déshumanisation, elle peut être excitante. OK? On comprend ça, là. Mais on arrive à de l'obscénité. Et l'obscénité, pour lui, c'est le degré zéro. Pourquoi? Parce que l'érotisme, c'est ce qui cache, c'est susciter le désir, le faire monter tranquillement, et ça implique un rapport à l'autre, un rapport, un art. Tandis que l'obscénité, quand on va trop loin dans la... Tu sais, quand on appelle ça des films érotiques, mais les films pornographiques, là, hard, là, par exemple, il y en a plein, là, ça fait les manchettes dernièrement, là, il y en a 2 qui sont hébergés au Canada, je ne les nommerai pas leur faire de publicité, là, mais 2 gros sites internet, là, parmi les plus gros, et on retrouve là-dessus de la pornographie juvénile, des scènes de viol. C'est comme beaucoup d'obscénité. Ça peut provoquer le dédain, ça peut provoquer le dégoût, puis ça peut provoquer l'excitation chez certains aussi. Okay? La pornographie a tendance, avec le temps, de tout le temps repousser la violence, les limites de la violence, toujours de la nouveauté, et ça devient obscène, et ça devient plus de l'érotisme. Et ça va finalement, s'il y a des tendances qui sont reproduites, bien, ça peut produire des gens qui reproduisent ces actions-là et qui vont peut-être être déçus parce que l'érotisme... Bon. Je comprends que dans la vie sexuelle complète,
il y a ce fait de repousser-là, les limites aussi. Il peut y avoir cette dimension de l'interdit, comme je vous dis, c'est complexe. Mais quand même, l'obscénité, ça l'amène au degré zéro d'érotisme. Il n'y a pas d'érotisme dans l'obscénité elle-même. Oh, on va-tu se rendre ou on arrête ici? On est rendu à quoi? 17 sur 28. On est rendu un peu plus loin que la moitié, mais bon. On va continuer. C'est 2 cours, normalement, ça. Chapitre 9, l'empathie. Bon, l'empathie vient humaniser le désir. Et là, on a une autre grande valeur. Et pour, dans le fond, Doré, l'empathie est une valeur essentielle dans l'érotisme. Et c'est ce qui peut disparaître lorsqu'on rentre dans de la violence. Et c'est ce qui vient contrebalancer la violence. Tous les sentiments moraux, il y en a plusieurs, la pitié, l'empathie, la sympathie, la bienveillance, la sollicitude, on ne parlera pas de tout ça. Mais l'empathie comme telle, définition page 73, c'est une identification à l'autre, ressentir ce que l'autre ressent. Très important pour avoir une sexualité satisfaisante et pour éviter la déshumanisation, la violence excessive, etc. Parce que la déshumanisation complète de l'autre ne mène pas à une sexualité où il y a de l'érotisme, ça mène à de l'obscénité, ça mène à de la violence, ça mène à l'expression de d'un exutoire. Là. OK? La sexualité, pour être une sexualité bonne, une bonne sexualité, là, c'est ce que ça prend. Ça prend du désir, ça prend de l'empathie. Parce que ça va amener ce qu'on appelle le partage vicariant. C'est-à-dire qu'on va ressentir le plaisir par association. Voir l'autre jouer, ça va nous donner de la jouissance à nous aussi. Fait que ça va décupler le plaisir. Puis c'est vrai que c'est beau voir quelqu'un jouer, faire jouir quelqu'un, jouir, et les deux qui jouissent, ben ça nourrit, puis on se met à la place de l'autre, donc on recherche l'autre, donc on sort d'une perspective complètement égocentrique de défoulement, parce qu'on pourrait se défouler dans la sexualité. Là, on voit l'autre, puis le voir ressentir ce qu'il ressent, ça l'amène à humaniser la sexualité, comme l'amour. L'amour va aussi humaniser la sexualité, mais l'empathie est là. Les autres sentiments moraux, l'empathie, qui est un sentiment moral, hein, qui est une valeur à la fois qu'un sentiment, qui est une vertu, être empathique, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, très important dans l'art de la sexualité. Ça va mener à une meilleure communion, une meilleure communication physique et psychique, puis ça va être la condition d'une véritable harmonie sexuelle. Être à l'écoute de l'autre, être sensible à l'autre. Ça va nous mener à une humanisation parce qu'on va être véritablement avec l'autre. On va être présent à l'autre. Et ultimement, ça va pouvoir devenir de l'amour. Mais tant qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre, qu'on humanise le désir, qu'on est sensible à l'autre, on est dans l'érotisme. On avait vu ça. Hein? Si on revient à Durand, le texte de Durand, vous voyez là, l'érotisme, c'était le niveau 2. 3, c'était l'amour. Pour Doré, le niveau 2, il est suffisant. Là, hein? L'érotisme, c'est ça. C'est désirer l'autre, etc. C'est bon, avoir suscité le désir, etc. etc. Okay? Les révélations, tout ça, on va arrêter là cette vidéo. Hein? On va voir le chapitre 10, surtout là, l'amour, là, quand même, 10 à 14, dans une autre vidéo un peu moins long, peut-être. Moi, j'ai besoin d'une petite pause, parce que la vidéo, il quand même était assez long. On va voir ensuite, donc, les derniers chapitres. Donc, toute la question de l'identité et de l'amour, qui est très importante. Dans la vidéo 2, qui est la suite de cela. Pour l'instant, moi, je vais aller prendre une petite pause. Et puis, je vais refaire la suite du vidéo après. Merci.